Bon, si je devais vous résumer mon avis de la série Les Anneaux de Pouvoir en une seule phrase, ça serait... Comment en est-on arrivé là ? Comment la série la plus chère de l'histoire, qui adapte le plus grand univers de la fantasy, peut-elle avoir un scénario aussi... Et je parle même pas des choix d'adaptation, mais de la faiblesse de la narration en elle-même. Tout au long de la saison, on a des problèmes de rythme, un manque d'enjeu, des incohérences et autres joyeusetés. Arrête de sourire. Mais plutôt que de simplement énumérer les problèmes du scénario tel un vieil aigri, je vous propose qu'on analyse tout ça, qu'on essaye de comprendre. Comprendre pourquoi les showrunners ont fait ces différents choix d'adaptation et de narration. Comprendre pourquoi certaines de leurs idées, qui pouvaient paraître bonnes sur le papier, n'ont finalement pas fonctionné. En bref, comprendre... Comment en est-on arrivé là ? Tout commença avec ces deux hommes, Payne et McKay, deux scénaristes au CV gargantuesque, qui tient sur une seule ligne, puisqu'ils ont juste participé à l'écriture d'un film Star Trek. Ça sent bon cette histoire. Mais ça n'empêche que ces deux hommes, ils sont fans de l'univers de Tolkien, et qu'ils ont une idée, celle de raconter les événements du Deuxième Âge qui conduisent à l'Ultime Alliance, la bataille qu'on voit dans le prologue de la trilogie de Peter Jackson. Ce qui est honnêtement une très bonne idée, pleine d'ambition et de potentiel, parce qu'aussi bien on aurait pu avoir une série sur la jeunesse d'Aragorn. Avec cette idée, Payne et McKay vont réussir à convaincre Amazon et le Tolkien Estate. Et voilà donc que nos deux hommes deviennent les showrunners de la série la plus chère de l'histoire. Évidemment, raconter les temps forts du second âge, c'est un défi très ambitieux. Parce que contrairement au Seigneur des Anneaux ou au Hobbit, le second âge, ce n'est pas un roman à adapter, ce n'est pas une narration. C'est de l'histoire de la Terre du Milieu, avec un grand H, une suite d'événements chronologiques. Et c'est impossible d'adapter ça tel quel. Il fallait donc en dégager les temps forts et transformer tout ça en une narration. Et pour ce faire, les showrunners ont décidé de compresser la chronologie, ce qui est un choix qui peut tout à fait se comprendre, notamment pour donner à la série une bonne dynamique et éviter un trop grand nombre d'ellipses. Par contre, les frérots, ils ont un poil abusé dans leur compression. Ils ont réduit plus de 2000 ans d'histoire à quoi, quelques dizaines d'années au maximum ? Pas beaucoup plus, étant donné que Isildur est déjà un jeune adulte dans la première saison. Ça ne laisse pas une très grande marge de manœuvre. Je pense que les showrunners ont fait ce choix pour avoir dès la première saison un maximum de personnages connus du grand public. Pas seulement les elfes, mais aussi Elendil, Isildur et celui qui est probablement Gandalf, qui normalement n'a rien à faire au second âge. Mais en compressant autant la chronologie, les showrunners se sont privés de l'opportunité de pouvoir faire au moins une ellipse temporelle significative. Et ça, c'est bien dommage, parce que ça aurait pu apporter pas mal de choses à la série. Ça aurait notamment permis de donner une autre profondeur aux personnages immortels, de mettre en perspective leur longévité et de les faire évoluer. Et surtout, ça aurait permis de faire énormément évoluer le monde, de lui donner une autre épaisseur, de le rendre encore plus réel pour les spectateurs. Ça lui aurait donné une dimension que même la trilogie du Seigneur des Anneaux n'avait pas pu lui donner, puisqu'elle se déroule sur un temps court. Enfin, une grande ellipse aurait permis de respecter dans les grandes lignes le déroulé du second âge de la Terre du Milieu, ce qui aurait quand même été pas mal. Vu la chronologie, je pense qu'il y avait vraiment un endroit parfait pour caser une grosse ellipse qui aurait marqué un tournant dans la série. Mais bon, ce n'est pas ce que les showrunners ont décidé de faire, dommage. Bref, après avoir décidé de compresser la chronologie, les showrunners devaient choisir quoi raconter pour cette première saison, et comment le raconter. Et ils ont fait un choix atypique, celui de faire un récit choral, de scinder leur saison en 4 arcs différents. On a donc la quête vengeresse de Galadriel, qui va la conduire à Numénor, on a l'arc des Pieds Velus, avec le mystère de l'étranger, on a celui des Terres du Sud, aussi appelé l'arc de la création du Mordor, le Mordor, vous avez compris, c'est le Mordor. Et enfin, on a l'arc du dépérissement des elfes, qui va aboutir sur la création des Anneaux de Pouvoir. À mon avis, si les showrunners ont décidé de découper leur saison de cette façon, c'est pour avoir, dès le début de la série, un maximum de peuples et de lieux emblématiques de la Terre du Milieu, histoire de faire voyager le spectateur, et au passage, de rentabiliser les 250 millions de dollars qu'ont coûté l'achat des droits. Combien ? Mais est-ce que la narration justifie ce choix ? C'est sympa de proposer une sorte d'encyclopédie de la Terre du Milieu, mais une encyclopédie, c'est pas une histoire. Et la plupart des spectateurs, ce qu'ils veulent, ce n'est pas juste voyager en Terre du Milieu, mais aussi qu'on leur raconte une bonne histoire. Et c'est là que ça se complique pour les Anneaux de Pouvoir. Parce que, concrètement, que nous raconte cette première saison ? C'est quoi l'histoire, le fil conducteur ? Le retour de Sauron ? Non, pas vraiment. Il n'est que très peu impliqué dans tout ce qu'il se passe durant la saison. C'est juste dans le dernier épisode qu'il commence à agir. Alors, est-ce que le fil conducteur de la saison serait le mystère autour de l'identité de Sauron ? C'est pas ça non plus. En fait, le mystère de l'identité de Sauron, ce n'est pas une intrigue, ce n'est pas un mystère pour les personnages. À aucun moment, ils ne se posent la question, mais qui est donc Sauron ? À part ce mec-là. You are Sauron, are you not?
Galadriel souhaite retrouver Sauron, mais elle ne se demande pas qui il est parmi les autres personnages. On n'est pas dans un Agatha Christie ou dans l'Attaque des Titans. Non, ce mystère, il est là pour les spectateurs, et notamment pour ceux qui aiment faire des théories. I'm sorry to your brother. Au fil des épisodes, on a de nombreux indices et fausses pistes, mais toute la saison n'est pas construite autour de ça. Et la révélation de l'identité de Sauron n'est pas le climax de toute la saison, c'est seulement celui de l'arc de Galadriel. Donc on arrive à une conclusion simple. Cette première saison n'a pas de fil conducteur. On n'a pas une grosse quête épique, comme dans Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit. Pas non plus des personnages unis, comme le sont les Stark au début de Game of Thrones. En fait, le seul véritable lien qui tient la saison, c'est l'univers, la Terre du Milieu. Et pour beaucoup de spectateurs, ce n'est pas suffisant. Parce que du coup, au lieu d'avoir une grande histoire découpée en 4 points de vue, on se retrouve à avoir 4 petites histoires, en grande partie indépendantes. Et donc forcément, chaque histoire avance 4 fois plus lentement que ne le ferait une histoire unique. C'est mathématique. Du coup, on a moins de temps pour s'attacher aux différents personnages, et ça va donner à la saison un rythme pour le moins chaotique, d'autant plus que certaines intrigues ont des enjeux trop faibles ou mal gérés. Et quand les scénaristes vont enfin connecter 2 arcs entre eux, parce qu'ils en ont besoin pour faire avancer l'intrigue, bah ils ne s'y prennent pas très bien. Comme quand la cavalerie de Numénor arrive à la vitesse de l'éclair, pile au bon endroit, au bon moment, comme s'ils avaient reçu un SMS de la part d'Arrondir. Ou encore, quand Galadriel et un Halbrand soi-disant mourant traversent la moitié de la carte en 6 jours. Parce que bon, respecter les distances et les temps de voyage dans un univers de fantasy, c'est plus trop à la mode depuis quelques temps. Enfin bref, il manque un véritable fil conducteur pour rassembler tous ces arcs Et dans les ténèbres, les lier. Mais en plus de ce problème de structure, chaque arc a aussi des problèmes qui lui sont propres. Et on va voir ça arc par arc, en commençant par celui qui est le préféré de tout le monde, l'arc des pieds velus et de l'étranger. Bon, perso, le fait que l'étranger soit probablement Gandalf et que ça soit pas du tout fidèle à l'univers, je m'en fous un peu, parce que cet arc a des problèmes plus embêtants que ça. Comme par exemple, le fait que... On s'emmerde. Cet arc des pieds velus, c'est 1h34 sur les 8h17 que dure la série. Je les ai comptés moi-même. On a un épisode et demi ou la durée d'un long métrage pour raconter vraiment pas grand chose. Pour résumer, on suit la migration des pieds velus qui cherchent à aller dans un endroit où il y a de la nourriture. Et tout ça va être bouleversé par la découverte d'un mystérieux étranger. Et les pieds velus, ils sont tout mignons, mais ils aiment pas trop ça, les étrangers. Et à chaque fois que la série s'attarde sur cet arc, c'est pour nous montrer quasiment la même chose, à savoir l'ambivalence de l'étranger. Il y a une situation initiale avec un problème, il fait de la magie pour le régler, et dans un premier temps ça semble positif, puis dans un deuxième temps ça va être négatif. On a quand même 4 fois ce schéma de scène, ce qui donne l'impression d'être coincé dans une boucle sans fin, avec un arc qui n'a pas grand chose à raconter, jusqu'à l'arrivée des mystiques, ces mystérieux personnages qui cherchent à retrouver l'étranger. Parce que, plot twist, il est Sauron. Et plot twist numéro 2, en fait non, c'était pas lui, elle s'était trompée, lol. Et puis l'étranger va fumer les mystiques, littéralement, parce que... I'm good. Ça géchant les dialogues de Tolkien. Autre problème de cet arc, il est complètement déconnecté du reste de la série. On pourrait carrément le couper entièrement au montage, que ça ne changerait absolument rien au déroulé des autres arcs. Mais alors, pourquoi les showrunners ont décidé d'inclure cette intrigue à leur saison, mis à part pour capitaliser sur la sympathie du grand public pour les Hobbits? On pourrait croire que c'était juste une trop longue introduction à une passionnante aventure qui commencera dans la 2e saison. Une aventure qui sera sûrement, encore une fois, complètement déconnectée des autres personnages. Mais je pense que la véritable raison d'être de cet arc, c'est que les showrunners voulaient une fausse piste pour l'identité de Sauron. Ils savaient que les spectateurs seraient à l'affût et ils ont voulu les faire tomber dans le panneau, tout comme les mystiques. Sauron. Cette fausse révélation, au début du dernier épisode, en dit long sur leurs intentions, et aussi sur leurs compétences. Là, c'est même plus des ficelles scénaristiques, c'est carrément des cordes tellement elles sont énormes. Alors, je comprends l'idée de vouloir mettre un mystère et des fausses pistes, mais un arc entier dont le principal intérêt est d'être une fausse piste, C'est non. la base, ça devrait toujours être de raconter une bonne histoire, avec des enjeux prenants. Et après, oui, on peut y ajouter du mystère. C'est par exemple ce qu'ils ont fait avec le personnage d'Adar, dans l'arc des Terres du Sud. On a une intrigue indispensable au reste de la saison, avec de réels enjeux, et une fausse piste. Et ça marche bien. Alors si les showrunners voulaient vraiment jouer la carte de la fausse piste, au lieu de nous pondre un arc facultatif qui va casser le rythme de toute la série, ils auraient pu pousser à fond l'ambiguïté du personnage d'Adar, qui aurait pu par exemple revendiquer ouvertement être Sauron, dans le but de soumettre plus facilement les Terres du Sud. You are Sauron, are you not?
C'est moi-même qui le demande. Cette fausse piste aurait largement pu suffire à berner une bonne partie des spectateurs. Et d'ailleurs, en parlant d'Adar, passons à l'arc des Terres du Sud, pour lequel les showrunners ont eu pas mal de bonnes idées originales, comme par exemple le choix de montrer la création du Mordor. L'éruption de la montagne du destin a été bien stylée, et le fait qu'elle soit provoquée par un système naturel plutôt que par la magie, J'aime bien. je trouve aussi le postulat de base intéressant. Une région peuplée des descendants des hommes corrompus par Morgoth, surveillée par des elfes qui sont considérés par les locaux comme des oppresseurs. J'aime bien. Un autre point fort de cet arc, c'est le personnage de Hadar, un antagoniste intrigant et complexe, dont on peut tout à fait comprendre le but, et qui paraît bienveillant avec ses guerriers, en tout cas plus que Galadriel avec les siens. Mais malgré cette base solide, l'arc a aussi des faiblesses, et je vais revenir sur 3 d'entre elles en particulier. La première faiblesse, c'est la fameuse épée maléfique, qui est clairement là parce que les scénaristes avaient besoin d'un MacGuffin pour faire avancer leur intrigue, pour que Hadar ait un motif de s'en prendre aux villageois. Alors que si on réfléchit 2 secondes, en vrai il n'avait pas besoin de l'épée pour réaliser son plan. Il lui suffisait de détourner le cours d'un fleuve, ou bien de faire quelques travaux sur le barrage, et c'était réglé. Mais bon allez, on va dire que ça passe. Par contre, ce qui ne passe pas, c'est ce subterfuge de merde à la fin de l'épisode 6. Les scénaristes prennent vraiment leurs personnages pour des débiles profonds, entre Galadriel, la pire détective du pays, et Arondir, le pire psychiatre de tout le continent. Tout ça pour avoir un retournement de situation artificiel et surtout pas nécessaire. La deuxième faiblesse de cet arc se trouve dans le traitement de faveur que reçoivent certains personnages, pour le simple fait qu'ils sont des personnages principaux. Par exemple, prenez cette robe. Pourquoi Bronwyn a cette jolie robe bleue qui semble tout droit sortie des boutiques de Numénor, alors que tous les autres habitants de son village sont d'ignobles gueux vêtus de haillons? Ce n'est pas parce que Bronwyn a un statut social supérieur. Non, c'est parce qu'elle est un personnage. On retrouve ce même traitement de faveur quand Bronwyn se fait blesser pendant la bataille du village, et que les orques ont la gentillesse d'attendre qu'elle se fasse soigner avant de reprendre les hostilités. Hadar les a vraiment très bien éduqués. Autre exemple, après l'éruption du volcan, quand Galadriel reprend conscience, il y a autour d'elle des gens en souffrance, des gens qui pourraient avoir besoin de son aide, mais elle va passer devant eux sans les calculer. M'en bat les couilles, rien à foutre. Bah ouais, ils n'avaient qu'à être des personnages. Par contre, dès qu'elle va croiser Théo, là ça va l'intéresser, parce que Théo, comme elle, est un personnage. Et c'est pour cette unique raison qu'elle décide d'aller faire une promenade avec lui, histoire de faire un peu de développement de personnage, entre vrais personnages. Bref, cette façon de traiter ces personnages est artificielle, et elle casse un peu l'immersion du récit, un peu comme le fait d'abuser des faux suspens. La troisième faiblesse de cet arc, et qui est de loin la plus importante, c'est son manque d'enjeu apparent. Parce que concrètement, la troupe de Hadar, c'est quoi? Quelques centaines d'orques à tout casser? C'est juste bon à menacer quelques villages de gueux. Mais ce n'est pas ça qui va inquiéter les puissants royaumes des elfes ou Numénor, qui peuvent les balayer sans pression. Galadriel a beau clamer que la situation est urgente, parce qu'elle pense que Sauron est de retour dans les terres du sud, mais nous, en tant que spectateurs, on sait que ce n'est pas le cas, que c'est juste une bande d'orques. Et on se dit que, au pire, quelques gueux vont mourir, et Hadar va récupérer son épée, dont on ignore d'ailleurs l'utilité. The enemy commander spoke of becoming a god, of giving the orcs a home in these lands. Le spectateur est donc gardé dans le flou, avec des enjeux qui ne sont pas très clairs. Mais plot twist, il y avait en fait d'énormes enjeux dans cet arc, la création du Mordor. Mais ça, le spectateur ne peut pas le savoir avant que ça arrive, vu que ce n'est jamais clairement dit. Et cette façon de laisser le spectateur dans le flou, elle est symptomatique d'un gros problème d'écriture qui parcourt toute la saison. Les scénaristes pensent qu'avoir de bons plot twists, ça suffit pour avoir une bonne histoire, sauf que ce n'est pas le cas. Ce qui fait une bonne histoire, c'est avant tout des enjeux clairs et forts. C'est ça qui va créer de la tension narrative et impliquer le spectateur. Par exemple, si on avait su plus tôt dans la saison quel était le véritable plan de Hadar et pourquoi il désirait tant récupérer cette épée, tout cet arc aurait gagné énormément d'enjeux et la tension ressentie par les spectateurs aurait été bien plus importante. Mais en cachant jusqu'au dernier moment le plan de la création du Mordor, les showrunners ont minimisé les enjeux de leur propre histoire, dans le simple but d'avoir un plot twist. Pour faire une comparaison, c'est comme si dans Infinity War, les Avengers savaient que Thanos cherchait à récupérer les pierres d'infinité, mais ils ne savaient pas pourquoi, ne savaient pas quel était son plan. Alors dans le doute, ils s'opposeraient à lui. Et à la fin, plot twist, Thanos claque des doigts et la moitié de l'humanité disparaît. Ok, le spectateur aurait été surpris, mais le film, dans son ensemble, aurait été beaucoup moins bien. Il n'y aurait pas eu la même tension, la même crainte que Thanos réussisse, et la même horreur au moment où on réalise qu'il va y arriver. Il n'y aurait pas eu les mêmes enjeux.
Bref, avoir un plot twist, c'est bien sympa, mais ça ne devrait jamais se substituer à des enjeux forts. Et ça, les showrunners des Anneaux de Pouvoir, ils l'ont pas du tout compris. On l'a bien vu avec l'arc des Pieds Velus. On a des enjeux plutôt faibles parce que les showrunners ont préféré nous donner une fausse piste et un double plot twist final. Sauron. He is not Sauron. On a aussi quelque chose de similaire avec Halbrand. Le personnage n'est intéressant que si on sait qu'il est Sauron. Parce que bon, ceux qui n'avaient pas deviné sa réelle identité, pendant cet épisode, ils ont dû se taper un Aragorn de Wish en mode « sombre est mon passé ». Ok Sasuke, est-ce que quelqu'un avait vraiment envie de voir Halbrand récupérer son royaume, qui était en fait un village de gueux ? Je crois pas, hein. En soi, l'idée de faire des plot twists n'était pas absurde, mais pour que ça fonctionne bien, il aurait fallu que les enjeux soient forts tout au long de la saison, et pas seulement au moment des révélations. Dans chaque scène, il faut donner au spectateur l'impression que ce qu'il regarde est important, et si ce n'est pas le cas, il y a des chances qu'il s'ennuie. Et ce n'est pas parce qu'il se rendra compte après coup que ce qu'il regardait était en fait important, que ça va magiquement améliorer son expérience de visionnage passé. Enfin bref, au lieu de se la jouer Christopher Nolan ou Night Shyamalan, les showrunners auraient mieux fait de s'inspirer du Seigneur des Anneaux. Pas de plot twist dans tous les sens, mais une histoire simple, avec des enjeux clairs et colossaux. Vous avez notre destin à tous entre les mains, petit homme. Avec la quête de l'anneau comme toile de fond, la moindre scène est chargée d'enjeux. Et on n'a rien de comparable dans les Anneaux de Pouvoir. Et c'est l'une des grosses faiblesses de l'écriture de nos showrunners préférés. Mais malheureusement, ce n'est pas la dernière. L'arc de Galadriel avait aussi quelques bonnes idées à la base, comme par exemple faire de Galadriel le personnage central de la série et la lier à Sauron. Ça permet de créer un attachement émotionnel entre les deux personnages, et donc de rendre la révélation de l'identité de Sauron plus impactante, pour Galadriel comme pour le spectateur. Ça permet aussi de bien plus développer le personnage de Sauron, de lui apporter une profondeur qu'il n'avait pas dans la trilogie de Peter Jackson. Par contre, il y a pas mal de choses qui ne m'ont pas emballé dans cet arc. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire ? Déjà, le coup du personnage qui est le seul persuadé du retour du grand méchant, ce n'est pas très original. On avait quasiment eu droit à la même chose dans le Hobbit. Ensuite, le coup de Sauron qui laisse traîner un peu partout un symbole mystérieux qui s'avère en fait être un point de ralliement, bon, ça nous ramène aux heures les plus sombres de la post-logie Star Wars. On comprend bien que ce symbole est juste là pour que Galadriel puisse découvrir ce qui se passe dans les terres du Sud. En plus, elle découvre ça par un total hasard. On n'a pas le sentiment que cette découverte est méritée, et du coup, elle n'est pas satisfaisante pour les spectateurs. Une autre des faiblesses de cet arc, c'est tout le passage à Numénor. Alors oui, les visuels sont superbes, mais niveau intrigue, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On a 2 épisodes pendant lesquels Galadriel va tenter de convaincre Numénor de partir en guerre, et un épisode pour qu'ils se mettent enfin en route. En d'autres termes... On s'emmerde. Et ça, c'est une conséquence de la structure en 4 arcs, parce qu'il fallait bien laisser le temps à l'intrigue des terres du Sud de se construire. Les scénaristes ne pouvaient pas faire arriver les renforts de Numénor avant l'assaut des orques, ça aurait cassé toute la tension dramatique. Du coup, ils ont retardé le départ des troupes de Numénor, en nous donnant des scènes sans grands enjeux et un peu de faux suspense, ce qui a contribué à bousiller le rythme de la série. Mais surtout, ce que je trouve dommage dans cet arc, c'est ce qu'ils ont fait du personnage de Galadriel. Alors je ne parle pas du fait qu'elle soit une guerrière, ça pour moi c'est un choix qui se défend tout à fait. Et je ne parle pas non plus du fait que Galadriel soit immature et antipathique durant les 5 premiers épisodes de la saison, même si ça pour le coup, c'était quand même bien chiant. Non, ce dont je veux parler, c'est le potentiel gâché du personnage, comparé au matériel d'adaptation. Chez Tolkien, Galadriel est de nombreuses choses, et notamment une femme de pouvoir. À la base, si elle est venue en Terre du Milieu, c'est pour y gouverner son propre royaume. Et si les showrunners avaient gardé cet aspect du personnage, ils auraient pu rendre sa relation avec Halbrand encore plus intéressante. Dans le dernier épisode, après que Galadriel ait découvert la véritable identité d'Halbrand, ce dernier lui propose de gouverner avec lui la Terre du Milieu, ce qui ne fait écho à aucun désir de Galadriel. Depuis le début de la série, le seul objectif du personnage, ça a toujours été de se venger de Sauron. Du coup, dans cette scène, il n'y a aucun dilemme pour Galadriel. Elle veut juste fumer Sauron, logique. Alors que si les scénaristes avaient au préalable établi que le plus grand désir de Galadriel était de gouverner son propre royaume, la proposition de Sauron aurait bien plus résonné pour le personnage. Il lui offrirait ce qu'elle a toujours désiré, et dans des proportions démesurées. Le fait que Galadriel rejette Sauron et sa proposition aurait alors eu beaucoup plus d'impact. Et perso, j'avoue que j'aurais trouvé ça bien plus intéressant pour le personnage qu'une simple quête de vengeance, vue et revue. En plus, ça aurait été en lien avec la thématique du pouvoir corrupteur, si chère à Tolkien, et qu'on retrouve assez peu dans cette première saison, alors qu'elle s'appelle Les Anneaux de Pouvoir. Et d'ailleurs, en parlant de ça... Durant l'écriture de cette première saison, s'il y a bien un arc qui a dû s'imposer comme une évidence pour les showrunners, c'est celui de la création des Anneaux de Pouvoir. Et pour le coup, celui-là, ils l'ont vraiment très bien géré. Sméagol a menti. Déjà, rien que dans la construction de l'intrigue, il y a un souci.
Pour pouvoir créer les anneaux, les showrunners ont besoin que Sauron soit en Érégion. Sauf qu'ils ont coincé ce coquin dans un autre arc. Du coup, ils se retrouvent à devoir meubler cette intrigue durant 7 épisodes, sans qu'elle ne puisse vraiment avancer. Et c'est pour ça qu'on a 45 allers-retours d'Elrond entre la Moria et les régions. Au début, ça allait, c'était sympa, les personnages sont plutôt touchants dans leur relation. Mais au bout d'un moment, il faut que ça avance. Et c'est seulement au dernier épisode, avec l'arrivée d'Albrand, qui semble complètement forcé par les scénaristes, que le cœur de l'intrigue peut vraiment commencer. Sauf qu'à ce moment-là, il ne reste plus beaucoup de temps dans la saison. Et du coup, les showrunners sont obligés de complètement rusher la création des anneaux. En plus, le fait que Sauron soit sous la forme d'un simple humain enlève de la crédibilité à ces scènes. Un légendaire forgeron elfe de plusieurs milliers d'années qui trouve ça normal qu'un humain random de 30 ans ait des choses à lui apprendre dans son domaine, c'est un peu bizarre. Dans les livres, le subterfuge fonctionnait parce que Sauron se faisait passer pour un envoyé des Valar. Du coup, les forgerons elfes le respectaient. Heureusement que personne se pose de questions dans la série, à part Galadriel. Enfin bref, les anneaux de pouvoir sont finalement forgés. Et il y a dû avoir des petites coupes budgétaires chez les elfes, parce que, aux dernières nouvelles, des anneaux, il est censé y en avoir 19, pas 3. 3, 7 et 9. Ça fait combien, Legolas ? 19 ! Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors j'imagine que les showrunners vont mettre la création des autres anneaux de pouvoir dans les prochaines saisons, mais bon, déjà ça risque d'être un poil redondant. 19 ! Et puis, normalement, l'ordre de création des anneaux a un sens dans l'histoire, et les 3 anneaux des elfes sont censés être les derniers. J'avoue que là, je comprends pas vraiment pourquoi les showrunners ont fait ce choix. Bon, et pour conclure sur les problèmes de cet arc, il faut aussi qu'on parle de cette histoire de dépérissement accéléré des elfes. Là, pour le coup, je comprends pourquoi les showrunners ont fait cet ajout. Ils ont voulu provoquer un sentiment d'urgence et installer des enjeux forts autour de la création des anneaux de pouvoir. Sauf que ça pose plusieurs problèmes. Déjà, niveau fidélité à l'univers, c'est pas ouf. On dirait que les elfes n'ont même pas 3 mois avant de voir leur corps dépérir, alors que normalement, c'est un phénomène naturel qui est censé s'étaler sur des milliers d'années. Mais surtout, cette histoire de dépérissement accéléré, elle crée une grosse incohérence. Ça implique que Sauron, en aidant les elfes à créer les anneaux de pouvoir, les a sauvés. Oui, alors que s'il avait attendu quelques mois, tous les elfes, ses plus grands adversaires, auraient quitté la Terre du Milieu. Il n'y aurait donc eu personne pour s'opposer à son règne. Donc le Sauron de la série est soit complètement gentil, soit complètement stupide. À la place de cette histoire de dépérissement accéléré, ça aurait été plus intéressant que la fabrication des anneaux de pouvoir soit la conséquence de la création du Mordor. Pour lutter contre la menace qui s'élève dans les terres du sud, les elfes auraient cru nécessaire de disposer d'un plus grand pouvoir. Et c'est ce désir d'augmenter leur pouvoir qui aurait conduit à pas mal de problèmes par la suite. Ce changement aurait permis de mieux respecter les thématiques chères à l'auteur, et il aurait aussi permis de connecter les différentes intrigues, quelque chose qui manque beaucoup à cette première saison. Cette saison aurait vraiment gagné à avoir un véritable fil conducteur, et elle aurait pu se conclure sur la création de l'anneau unique, voire même d'aller encore plus loin. Bref, sur le papier, la plupart des choix des showrunners avaient du sens. Ils ont voulu introduire de multiples lieux et personnages, distiller du mystère et berner les spectateurs avec des fausses pistes. Mais avec tout ça, ils ont oublié ce qui fait la base d'une bonne histoire. Des enjeux forts, du rythme, de la cohérence, et puis aussi des bons dialogues. Why do you keep fighting? Because I cannot stop. Ok Sasuke. Tout ça me fait penser que les showrunners, aussi fans soient-ils de l'œuvre de Tolkien, n'avaient pas les épaules nécessaires pour porter une série de cette ambition. Les showrunners ont sûrement fait de leur mieux, mais leur mieux n'était pas suffisant. Face à ce constat, on peut se demander, qu'est-ce qu'a foutu Amazon ? Ils savaient que leur série serait très attendue. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Alors comment ils ont pu mettre autant d'argent dans des scripts aussi... Je leur reproche pas d'avoir engagé des scénaristes avec un CV quasiment inexistant, parce qu'aussi bien ça aurait pu donner une très bonne surprise, comme ça a été le cas avec Arcane par exemple. Masterclass. Mais la véritable erreur d'Amazon, ça a été de valider un script avec autant de faiblesses. S'ils avaient eu un minimum d'esprit critique, ils auraient mis un coup de pression aux showrunners et demandé une ou plusieurs réécritures, jusqu'à avoir le meilleur scénario possible. Mais bon, j'imagine qu'Amazon s'est dit que le script avait l'air de tenir la route, et que de toute façon, tant qu'ils mettaient la quantité de monnaie, le résultat serait à la hauteur. Sauf que ce n'est pas le cas. Résultat, on a une bonne partie des spectateurs déçus, et Amazon en position latérale de déni. Je prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Et qui, d'ailleurs, continue de faire confiance à ses showrunners. Évidemment, la série a probablement tout de même plu à ceux qui aiment la fantasy, ceux qui ont réussi à se sentir immergés dans la Terre du Milieu, ce qui, perso, n'a pas été mon cas. La série, dans son ensemble, m'a laissé indifférent, alors que de base, j'adore cet univers. C'est quand même dommage. Mais bon, peut-être que cette première saison était juste un mauvais départ. Peut-être que les showrunners ont réellement appris de leurs erreurs, comme ils l'ont dit en interview. Peut-être qu'on aura une suite bien meilleure. Après tout... Il y a toujours de l'espoir.
Sméagol a menti.